Alors, la personne que je veux accueillir maintenant est une jeune femme très inspirante. Je vous signale d'ailleurs que aujourd'hui, je suis déguisée en superwoman sénégalaise. J'ai ma tenue de Wonder Woman qui a été designée par cette jeune femme qui s'appelle Célie Rabican. Je voudrais partager aussi une petite expérience à propos du design et de la mode et de ce qu'on porte sur notre dos. J'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis pour l'inauguration de Barack Obama, il y a très 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 longtemps. Et la seule chose que j'ai retenue, il y a eu plein de choses formidables, et la chose la plus formidable que j'ai retenue, ça a été le geste éminemment politique de Madame Obama, qui pendant toute cette journée a porté 5 tenues designées par des jeunes designers américains. Elle était habillée de la tête aux pieds dans du Made in America et Made in the Nobody Known America. Et pour elle, ça a été une manière de dire « je suis d'ici et je soutiens mes gens ». Et ça m'a tellement inspirée. C'est-à-dire que je me suis dit « mais c'est vrai ». Et donc, depuis, pour ceux qui me connaissent sur Facebook, tous les jours, je poste de mon balcon, tous les matins, une tenue Made in Sénégal. Parce que j'estime que si quelqu'un comme moi, je ne peux pas soutenir la confection sénégalaise, non seulement celle qui est brandée et connue comme celle de Célie Rabican, mais aussi celle qui est faite par nos tailleurs et couturiers, ceux qui peuplent nos rues, ces milliers d'emplois qui sont créés, et que je les délaisse systématiquement pour aller vers le prêt-à-porter importé, eh bien, d'une certaine manière, c'est me tirer une balle dans le pied. Donc j'espère que certaines et certains, parmi nous ce soir, seront inspirés, achèteront du Célie Rabican et toutes les autres merveilleuses marques qui existent au Sénégal et sponsoriseront systématiquement leurs tailleurs et leurs couturières. Bonsoir, je m'appelle Célie Rabican, je travaille dans la mode, je suis fashion designer, je suis également une créative de la ville de Dakar. C'est bon. Je suis également une créative de la ville de Dakar. Voilà, je ressens un besoin systématique de parler de ma ville dans les travaux que je fais, dans les choses que je présente. Et elle est hyper présente et elle a été tout le long de mon histoire que je m'apprête à vous raconter. Bon, je regarde beaucoup de ce côté parce que vous êtes en orange, donc ça fait du bien. Donc, on va faire un grand retour, enfin pas si grand que ça. On va faire un retour en arrière sur mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené à voilà, quitter toutes les études classiques qu'une famille sénégalaise peut attendre d'une jeune femme. Qu'est-ce qui m'a poussée à quitter cela et aller suivre ce qui me parlait réellement. Donc je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait voilà, les écoles classiques d'ici. J'ai eu mon bac à 18 ans et ensuite je suis allée faire mes études en France. J'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai fait des études en économie, ensuite j'ai commencé un master de droit privé. Et tout le long de cette histoire-là, j'ai eu la chance de faire énormément de choses très très jeune. J'ai été jeune journaliste dans une radio à l'époque qui s'appelait Radio Gounéi. Et donc, les enfants étaient des journalistes là-bas, ils interviewaient du monde, ils voyageaient. C'était une expérience très, très enrichissante pour moi. Donc, le côté militant, vouloir défendre des causes, etc., c'est définitivement venu de là. Au-delà de ça, j'ai toujours aimé faire des croquis, chaparder du textile dans les ateliers, faire des vêtements pour des poupées, tout ce genre de choses-là. Donc, une fois que je suis arrivée
à faire mes études supérieures et que ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui me parlait profondément, je pense que voilà, tôt ou tard, j'allais revenir à mes premiers amours. Donc, à partir de ce master-là, je me suis posée tout d'un coup et je me suis rendu compte que j'étais en train d'emprunter une voie qui était certes satisfaisante parce que je suis curieuse de nature, donc j'étais contente de savoir comment est-ce que ça marchait, une entreprise en difficulté, comment est-ce que légalement, quels étaient tous les outils pour ce type voilà, de discipline-là. Mais j'avais un besoin viscéral de créer. J'avais besoin de créer, j'ai acheté du matériel, disons en 2008, j'ai acheté énormément de matériel en dessin pour justement me reconnecter à cette partie-là qui venait de mon enfance. Et j'ai commencé à dessiner de façon frénétique. Pendant mon année de master, là, j'ai énormément dessiné. Et de fil en aiguille, je me rendais compte que ces dessins-là devenaient des vêtements, que des vêtements, il y en avait 1, 5, 10, 30, 35. Et tout d'un coup, j'avais une collection. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de rentrer à Dakar, de prendre ces vêtements-là, de trouver un tailleur et juste de les faire. Très naïvement, c'est ce que j'ai décidé de faire, quoi. Et j'en attendais pas grand-chose, mais ça a été l'un des meilleurs moves de ma vie post-baccalauréat, quoi. Le fait de juste prendre le risque voilà, de suivre quelque chose, de suivre une envie sincère et puis de voir là où elle mène. Bah, les événements sont sortis, on a fait un casting, on a fait un premier événement qui s'est très bien passé. On y a eu de la presse, voilà, on a réussi à ancrer le nom de la marque dans le paysage de ce moment-là. Et c'était un moment assez fort pour moi. Une fois que je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire, j'ai déclaré forfait pour toutes les autres études. J'ai pris 1 an, je suis restée à Dakar. Et je me suis frottée à sa scène créative, à sa scène culturelle. J'ai voulu voir ma ville que j'expérimentais avant en tant que, voilà, Célia Pécane, tu as ta famille, tes amis, ton cercle social, c'est l'endroit dans lequel tu es né. J'avais envie maintenant de l'expérimenter de l'autre côté, de connaître ces artistes, de connaître ces créatifs, de savoir de quoi la ville se chauffait, qui faisait quoi, est-ce qu'il y avait des concours de jeunes créateurs, etc. Donc j'ai passé une année, je pense que c'était 2009, une année absolument magnifique où j'ai fait semblant d'aller faire des cours quelque part pour justifier le fait que, faut pas le dire, hein, où j'ai fait semblant de prendre des cours quelque part pour justifier mon besoin d'expérimenter, d'explorer et de confronter ma créativité à la réalité, quoi. Est-ce que ce que je fais, c'est quelque chose qui mérite, mérite d'exister, c'est pas la bonne façon de le dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui a sa place? Est-ce que c'est une voie singulière? Donc, 1 an où j'ai rencontré que des artistes, que des créatifs, où j'ai fait des tonnes de concours de jeunes créateurs et où je me suis rendu compte que oui, j'avais une voix, oui, c'était une voix singulière et oui, voilà quoi, il fallait l'explorer et aller jusqu'au bout parce que c'est les signaux que je recevais de professionnels, de néophytes, voilà. Donc, je suis retournée en France pour cette fois-ci faire une école de mode et surtout de faire une école de mode qui soit focalisée sur le business de la mode, pas une école de style. Donc, je voulais comprendre ce business-là parce que je me rendrais bien compte qu'une fois revenue à Dakar, voilà, tu ne peux pas être juste designer ou juste styliste, en fait. Tu dois entreprendre, avoir un atelier, payer des gens, gérer des crises, gérer des conflits, énormément de talent qu'il faut et de capacité à s'adapter qu'il faut. Et je savais qu'il fallait que j'allie les deux et que je me forme à pouvoir gérer un business qui soit créatif dans la ville de Dakar. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Une fois que j'ai fini, j'ai ramassé mes affaires et je suis revenue directement à Dakar. Et c'est la chance énorme que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'ai fait partie d'un collectif d'artistes, de gens brillants, qui s'appelait Les Petites Pierres. Et j'ai pu bénéficier juste de l'énergie de différentes personnes qui étaient extrêmement créatives. Ça m'a confortée dans mes choix et également ça a permis de créer une espèce d'émulation, d'envie de toujours faire plus, d'envie de toujours aller plus haut. Donc, dès le retour de ces... Oh, je me perds dans les dates. Dès le retour de l'école de mode en 2012, on a fondé la marque
qui s'appelle Célie Rabican, comme mon nom. Et ensuite, on s'est fait représenter par une agence de relations presse qui s'appelle Anna Touré PR, qui était à l'époque à New York. Maintenant, elle est à Paris. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que cette marque existe à Dakar, mais qu'elle ait des échos ailleurs à l'international très tôt. Parce qu'on le voyait comme ça et que c'était deux startups qui se rencontraient. Anna Touré lançait son agence et moi, je créais ma marque. Donc, c'était le moment parfait. Et franchement, c'était un très bon choix. Tout de suite, on a eu une première capsule qui a été publiée dans Vogue. Ensuite, on a eu énormément de retours, de presse, de commandes, les premiers achats de la marque en gros également et à l'export. Donc, voilà, pour résumer cette partie-là, je pense que j'ai fait un choix radical. Ce qui m'a permis de tenir dans ce choix radical-là, c'est que, bien entendu, ma famille m'a vraiment facilité la tâche en ne se posant pas comme un mur entre moi-même et ce que je voulais faire. Et la seconde chose, c'était de faire des choix à des moments stratégiques, quoi. De lancer la marque, mais d'avoir des gens qui sont là pour parler de la marque et qui savent comment est-ce qu'il faut la mettre en valeur, comment est-ce qu'il faut faire en sorte de parler le langage de l'industrie dans laquelle on se lançait. Donc, ce dont je vous parle là, ça va faire 6 ans maintenant. 6 ans qu'on est à Dakar, 6 ans que j'ai ouvert des ateliers, fermé des ateliers, eu des crises, avancé de 15 pas, reculé de 10. 6 ans d'une aventure qui est absolument enrichissante. 6 ans pendant lesquels j'ai appris qu'il fallait être patient, focalisé sur les détails, que certes, j'adorais la création, mais que c'était pas ce serait difficilement le cœur de mon métier et voilà, que j'étais une entrepreneuse créative d'abord et que j'étais designer ensuite et que je m'intéresse au film également. Donc voilà, cet aspect-là était très important à nourrir et puis être à Dakar tout le temps, me buter à certaines... je l'entendais parler des banques, là. J'ai, pendant très longtemps, eu le même genre de discours. Quand on veut grossir et qu'on va s'adresser à des banques, c'est voilà, c'est limite si on ne vous demande pas un organe, quoi, à poser comme gage. Donc, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Merci. Donc, voilà, ces 6 années pendant lesquelles je suis passée de la mode tous les jours à devoir maintenant travailler avec d'autres, partager mon parcours avec d'autres, où j'ai eu la chance de collaborer avec des marques qui sont internationales. Et voilà, ce parcours, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il fallait se concentrer sur une voie singulière. Parce que si vous voyez ce que Marianne porte, effectivement, c'est pas la chose la plus... voilà, ce ne sera pas porté par 100% des Sénégalaises. Mais j'ai très tôt ressenti le besoin de me concentrer sur ma voix qui était singulière, qui avait ses influences, qui était influencée par l'art énormément, influencée par le cinéma énormément. Et cette voix-là, je n'ai pas voulu la quitter, même si au début, on me demandait « Mais pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça, en fait ? Qui va mettre ça? Pourquoi ?» Aujourd'hui, graduellement, je parviens à faire de cette voix singulière-là une empreinte, quelque chose qui me correspond et quelque chose qui va contribuer à la diversité du paysage de la mode sénégalaise. Et voilà, j'en suis plutôt heureuse. Donc voilà, c'est la partie courte de mon parcours et j'attends vos questions avec impatience. Que tu nous parles d'une parenthèse qui est une grande parenthèse quand même. Beyoncé. Ah oui, on veut savoir comment ça s'est passé, les réactions. Voilà, c'était... Ouais. D'accord. Beyoncé, comment ça s'est passé? Bon, déjà, ça découle du choix là, que j'ai fait de me faire représenter par une agence de relations presse. Parce que ça, c'est un métier qui est fondamental quoi, quand on est dans la mode. C'est un métier qui permet de faire le lien entre la marque, des chaînes de télé, des célébrités, de la presse. Voilà, ça permet de faire le lien et puis de porter la marque à des endroits où elle ne peut pas y aller physiquement. Voilà.
Et donc, on a poussé la marque, poussé, jusqu'en 2016, où on s'est retrouvé avec la styliste de Beyoncé qui a emprunté les pièces à mon agence, qui en a pris pas mal et qui les a gardées. Elle n'a plus rien dit. Bon, dans des cas comme ça, on n'ose pas trop appeler, insister, parce que bon, c'est pas très courtois, quoi. Donc, on a pris notre mal en patience. On l'a tellement bien pris qu'on avait même oublié. Moi, j'avais oublié. Et je pense 2 mois plus tard, j'étais dans un truc assez compliqué. J'étais voilà, dans des démarches administratives, j'y ai passé la journée. Et vers 18h, je me rends compte que mon téléphone est en train de vibrer. On m'appelle trop. Et moi, à partir de 5 appels, j'ai déjà mal à la tête. Donc, c'était plein de coups de fil. Je ne comprenais pas. Je suis sortie, j'ai sorti ce téléphone et j'ai vu quelqu'un qui avait mis mes vêtements, quoi. Et je me rends compte que c'est elle. Et j'ai le malheur, enfin pas le malheur, je mets la 3G et là, c'est là qu'on se rend compte que ces célébrités-là, elles ont une force de frappe qui est inouïe, quoi. C'était un marasme. Des mots de partout, des articles de partout. Nous, toutes les plateformes sur lesquelles on était sur Internet, là, elles se sont multipliées par je ne sais pas combien, des gens qui appellent pour investir, de je ne sais pas quoi. Donc, ça a eu un gros effet sur la marque, un gros effet sur les pièces qu'elle a portées également, qui sont devenues des intemporelles. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Le début était très transactionnel, mais à l'issue de ça, voilà, ça a créé une histoire assez particulière. La presse ici en a parlé spontanément, donc c'était un moment assez particulier quand même. Voilà. Bonsoir. Bon, moi, ma question, c'est que ici au Sénégal, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on parle jamais de creative entrepreneurship, tu vois. Genre, pour les... Non, c'est de l'autre côté, oui. On parle jamais de creative entrepreneurship, genre pour les créatifs, les artistes qui veulent entreprendre, quoi. Donc, ma question, c'est quel conseil vous donnez aux créatifs et artistes qui veulent entreprendre? Merci. D'accord, ça c'est une excellente question et les conseils que je donne aux entrepreneurs créatifs surtout, c'est de respecter la singularité de leur voix, de respecter leur univers et de respecter leur vérité propre. C'est difficile au début parce qu'on arrive avec quelque chose qui peut parfois être déroutant ou qui est nouveau ou qui demande de l'acclimatation. Mais c'est important de se singulariser très tôt et de rester sur un trend qui lui permet ensuite de construire une marque qui soit solide ou de construire une entreprise qui soit solide parce que les gens vont vous reconnaître pour qui vous êtes et ils iront vers vous pour votre particularité. Donc ça, c'est la première chose, c'est de ne pas chercher à se fondre dans ce qui se fait, dans ce qui marche, dans machin. Non, il faut exprimer quelque chose de singulier quand on est dans un univers aussi multiple que le nôtre, quoi. Ça, c'est une chose importante. La seconde chose, bon, elle concerne tous les entrepreneurs, hein, voilà, c'est se concentrer sur ses stratégies sans pour autant en faire des choses trop rigides, être ouvert à l'accident, comprendre que la route, elle ne sera pas linéaire, on va se casser la figure maintes fois, on va avoir envie d'abandonner maintes fois. Et voilà, ce sont des engagements qui sont assez prenants et qui prennent énormément de temps social également. On n'a pas... voilà, les journées sont extrêmement longues. Donc, ce que je conseille, c'est déjà d'être sûr de son choix, d'être sûr de la voie qu'on veut explorer et de la suivre sans chercher à faire ce qui marche tout de suite, avoir confiance en cette singularité-là. Et la troisième chose, c'est juste d'être complètement ouvert à tout type d'éventualité. Moi, j'ai tout eu. J'ai eu jusqu'à la disparition d'un employé voilà, quoi, qui était hyper proche, qu'on a vu la veille, que le lendemain, il n'était plus parce que malade, parce que les aléas de la vie. Donc, on se confronte très souvent, quand on est entrepreneur, à la réalité du pays, quoi. Parce qu'on doit aller voir les administrations, parce qu'on va voir les banques, on se fait laminer, parce qu'on va ici. Voilà, pour moi, c'est un chemin qui est passionnant, mais qui demande énormément de stratégie, de prise de perspective et puis de volonté. Pour ceux qui créent, il faut se concentrer dans son univers et le développer à tout prix. Ça, c'est supérieur à tout, quoi.
sa singularité, son chemin, son univers. C'est important. Voilà. Voilà, c'était bien inspirant. Bonsoir. Alors moi c'est Ola. Merci d'avoir partagé donc ton parcours Merci. et la jeunesse donc de Célira Bican. C'est vraiment très inspirant et c'est franchement félicitations. Ma question elle concerne ta boutique qui me semble est à Sacré-Cœur. Ouais. En fait, en haut de la boutique, il y a marqué Mousse du Tour. Pourquoi en fait? Pourquoi? Et après, en fait, la question qui suit, c'est un peu, on a compris un petit peu qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à là aujourd'hui et qu'est-ce que tu comptes, c'est quoi la suite pour Célira Bican, quoi? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette première question. Alors, mousse de tour, pourquoi? Bon, il est vrai que là, je dois admettre que c'était vraiment par pure provocation. Et qu'ensuite, la seconde raison, c'est que cette mousse de tour, c'était une espèce de menace là qu'un grand artiste cordonnier qui s'appelait Mamcher, qui faisait partie du collectif des Petites Pierres, que j'ai fréquenté, et que Ibe et Alioune, membres de Mousse de Tour, tout aussi coupables que moi là-bas, c'était leur frère, et cette personne-là avait l'habitude de menacer tout le monde en disant voilà, en fait, le truc est devenu une blague. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, le dessus de la boutique est vraiment, il est un peu trop minimal quoi pour moi. Donc je me suis dit, voilà, on va poser des lettres, ça va agrandir le bâtiment et ça va être quelque chose, une phrase tellement provocatrice que les gens vont se dire, bon, voilà, il se passe quelque chose ici, il faut qu'on vienne. Et on se rend compte que parfois, même les taxis disent, voilà, fille, donc ça devient petit à petit un point de repère intéressant. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la suite. La suite, c'est de développer la marque, continuer de la nourrir, développer les collections, continuer augmenter le nombre de personnes qui nous achètent et qui nous revendent, parce qu'on fonctionne également comme ça. On a la boutique ici, mais on a des gens qui, à chaque saison, prennent nos lookbooks, choisissent des pièces qu'ils veulent, et puis on les exporte, quoi. Donc, l'objectif, c'est à chaque collection d'atteindre de nouveaux paliers et d'être vendu dans de nouveaux pays. Ensuite, en tant que moi, l'individu, le créatif, sans être affilié à une marque, voilà, je m'intéresse à énormément de choses. J'ai récemment fait un film de réalité virtuelle qui s'inspirait de la mythologie sénégalaise. J'ai beaucoup envie d'explorer ça, d'explorer le cinéma et de voir comment est-ce que le film peut contribuer à mettre en valeur le patrimoine immatériel du Sénégal. Tous les contes qu'on se raconte, la façon dont on soigne, voilà, explorer vraiment une activité qui, pour le coup, serait purement artistique et qui s'intéresserait purement à la création. Ça, c'est l'une des choses qui me tient vraiment à cœur. Et entre autres projets que je sais pas, j'exposerai un autre jour. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous féliciter pour tous vos parcours, pour tous les intervenants. Merci. Mais j'aimerais juste une question. C'est répondre peut-être au nom des autres intervenants. C'est l'apport de la famille par rapport à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle peut être aujourd'hui un atout, elle peut être un inconvénient. La famille, elle est souvent un atout, mais elle peut être difficile aussi parce que, voilà, souvent les gens sont assez restreints, ils ne veulent pas trop vous voir aller dans une voie qui n'est pas bonne. Voilà, quel a été aujourd'hui l'apport de votre famille par rapport à tout ça? Oui, alors, ma famille, elle a vraiment fait bloc dès le début. Et ça ne devait pas être simple non plus pour eux parce que voilà, je me destinais à autre chose et tout d'un coup, je débarque et je dis j'arrête tout, je fais autre chose. Donc, je pense que ça n'a pas été simple, mais j'ai eu cette chance énorme d'avoir voilà, déjà le noyau très restreint, les parents, le frère, etc., à faire bloc, les grands-parents, tout le monde. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce support-là, très solide derrière moi. Vraiment, ça a été constant
Et voilà, je les remercierai jamais assez, quoi, parce que j'ai pas eu à gérer le drame familial de oui, pourquoi tu fais ça, tu vas finir dans la rue. J'ai pas eu à gérer ce drame-là. Donc je pouvais me concentrer sur voilà ce que je voulais faire de ma vie, comment est-ce que j'entendais la mener et comment est-ce que j'allais faire face à mon devenir d'entrepreneuse sans avoir réellement d'expérience dans ça. Et aujourd'hui, je travaille à plein temps avec mon père. Donc sur ce plan-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et pour avoir fréquenté énormément de créatifs d'ici et d'ailleurs, c'est rarement le cas, malheureusement. Donc, santé Yàlla. Bonsoir Célie. Bonsoir. C'est où? C'est ici. Ah, d'accord. Avant tout, je tiens à vous dire combien le fait de me traverser tout à l'heure m'a fait plaisir. Parce que le fait de passer devant moi. Ah bon? J'ai effectué une lecture sur ta personne et cette lecture ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit que voilà une personne, voilà une créatrice qui s'inspire de la nature et qui n'est influencée par absolument rien. Le fait que tu ne respectes pas les règles, moi c'est ce qui m'attire. Voilà, parce que les règles, au fait, les règles constituent les blocages. Les gens sont tellement bloqués par les règles que la créativité a été maintenue à un niveau faible. Mais toi, le fait que tu as osé franchir les règles, c'est ce qui t'a permis de créer. Parce que la création n'a pas de règles. Donc, je suis très, très satisfait par ta façon de faire, ton inspiration et ta nature. Moi, en tout cas, je suis en face de l'art. Tu représentes un art extraordinaire pour moi. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci. Je suis du côté des spectateurs. OK. C'est une question en fait que j'avais voulu poser en off, mais je sais que la réponse en off ne sera pas la même qu'en on. La tenue que vous portez, c'est une tenue d'aviateur, si je me trompe. Pourquoi cette tenue-là? Pourquoi? Et aujourd'hui, spécialement? Franchement, ça relève de l'accident pratiquement. Elle était là, je l'adore. Et on l'avait achetée pour une expo qui devait se passer en janvier. Elle n'a jamais été utilisée, donc maintenant elle m'appartient. Et puis j'aime me mettre dans des choses amples, j'aime bien le mode, les vêtements de travail, donc c'est purement esthétique et personnel. Bonsoir Célie. Bonsoir. Moi d'abord je vais te taquiner un peu parce que c'est la première fois que je t'entends parler. Avec ton art, le style, le fashion, je me suis dit waouh, elle fait un style un peu, on dirait des extraterrestres. Oui, donc c'est justifié comme je trouvais ça. Je me suis dit mais quand est-ce que je vais l'entendre parler elle? Je l'entends jamais parler. C'est vrai. Bon, j'admire beaucoup ce que tu fais. Merci. Et je voudrais juste te demander par rapport à on va dire, au Sénégal peut-être, ce que tu fais, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup les designs que tu fais, l'art que tu fais et tout. Donc est-ce que parfois tu rencontres des gens qui te posent des questions vraiment qui te poussent à expliquer ce que tu fais? Ce que tu fais, voilà. Oui. Merci. Merci à toi. Oui, effectivement, ça arrivait très très souvent, mais avec le temps, ça arrive de moins en moins parce que je me dis que les gens commencent à avoir un tout petit peu l'habitude, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment qui est un peu rugueux, quoi. Il y a une approche un peu rugueuse, je l'ai remarqué, où certaines personnes me demandaient, mais à quoi ça sert en fait de faire ça? Mais les vêtements sont achetés et portés par des gens qui ont envie, qui les représentent, qui disent quelque chose d'eux-mêmes. Donc, je pense que le fait de voir des personnes les porter de plus en plus fait que ces questions-là apparaissent un peu moins.
Mais je pense qu'il y a diverses utilités, il y a diverses... comment je peux dire ça? Le fait de faire des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que les gens portent dans un environnement ne justifie pas, ne doit pas nous pousser à se ranger ou à se conformer. Je pense que c'est le style que j'ai décidé d'explorer n'est pas un style que j'ai forcé ou construit ou voilà, c'est quelque chose qui était inné, c'est quelque chose qui relève vraiment de l'intime pour moi. Et pour moi, ça a toujours été naturel de l'exprimer tel qu'il me venait, en dépit de parfois, quand les gens se demandent pourquoi, etc. Je pense que sur le temps, c'est quelque chose qui se révèle payant, de décider d'assiéger son propre îlot et puis d'y exprimer sa vérité, quoi. Voilà. Je pense que le message à retenir, c'est vraiment effectivement de respecter qui on est et de savoir ce dont on est capable. Toujours, ça fait déjà plusieurs fois ce soir qu'on entend parler du fait qu'il est inutile de demander aux poissons de grimper aux arbres. Et voilà, quand on est un poisson, on est un poisson. Le truc critique, c'est de trouver rapidement de l'eau pour pouvoir nager dedans. Laissez tomber les arbres, laissez tomber les bacs à sable, laissez tomber tout ce qui n'est pas de l'eau.